Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, ce matin, les éléments des forces armées mauriciennes ont entamé des recherches du bateau AW porté disparu depuis le 16 juin dernier. Ces opérations se font par voie aérienne grâce à des avions équipés de technologies de pointe telles que le radar, la photographie aérienne, des équipements d'observation ainsi que de divers moyens de communication. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une coopération entre le gouvernement malagasy et les îles Sœurs. Un reportage de Andoniana Martina sur les images de Nzara Njiansu. Les deux avions transportant les militaires mauriciens sont arrivés de nuit à l'aéroport de Madzang pour venir en aide au gouvernement malagasy dans la recherche du bateau AW disparu depuis le 16 juin. Une réunion de la cellule de crise s'est tenue dans la nuit à Madzang pour organiser les opérations. Ainsi, le premier vol de reconnaissance a décollé ce matin. L'objectif est d'identifier ce qui a réellement pu arriver au bateau AW et aux 30 passagers à bord, ainsi que de localiser l'endroit où ils pourraient se trouver. Les avions mobilisés sont équipés de technologies modernes, d'après les informations recueillies sur place, notamment de radars, de dispositifs de prise de vue, d'outils d'inspection et de plusieurs moyens de communication. Pour rappel, le bateau AW transportant 30 personnes avait quitté Madzang le 16 juin dernier en direction d'Anjouan, aux Comores. Selon les prévisions, il aurait dû arriver 3 jours plus tard, mais plus aucun contact n'a été établi depuis son départ. Les recherches se poursuivent donc avec la collaboration de Madagascar et des îles Sœurs réunies au sein de la cellule de crise. En économie, un financement total de 877,5 millions de dollars sera octroyé à Madagascar par différents bailleurs pour soutenir la réalisation de plusieurs projets. Ce montant ne dépasse pas le plafond annuel d'endettement autorisé pour le pays, selon les précisions apportées par la ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit en effet d'un financement à décaissement progressif en fonction de l'avancement des projets concernés. Les détails. L'Assemblée nationale et le Sénat a adopté jeudi dernier 11 projets de loi relatifs à un financement global de 877,5 millions de dollars. Ces lois concernent notamment la gestion des fonds publics, le projet PAPAM 2 visant à améliorer l'agriculture, la stabilité financière à travers le projet PACFC 3, centré sur la réhabilitation des routes, le commerce, l'interconnexion des régions et le renforcement de l'autonomie des populations, le projet Talim pour l'amélioration du système éducatif, le projet LEAD pour fournir de l'électricité à moindre coût à la population, un appui financier de la Banque mondiale, le projet PRRC pour renforcer la résilience au changement climatique, le financement du projet PIC 3, le projet MIUNS, le projet PCMC dédié au désenclavement des régions par la construction de routes et de ponts. D'après la ministre de l'Économie et des Finances, certains de ces projets ont été récemment identifiés. Ces financements ne dépassent pas le seuil annuel d'endettement à Madagascar, qui est de 800 millions de dollars, car il s'agit de fonds débloqués progressivement au fur et à mesure de l'avancement des projets, a-t-elle précisé. Elle a également souligné que grâce aux efforts du gouvernement, Madagascar a obtenu 107 millions de dollars de la part du FMI suite à la deuxième mission d'évaluation menée dans le pays en avril dernier. Et puis, le sénateur Seramil Avzaramin a été élu par ses pairs comme nouveau questeur au sein du Sénat. Conformément au règlement intérieur de cette institution, cette modification a été adoptée hier suite à la demande des sénateurs. Seramil Avzaramin, unique candidat à cette élection, a été élu avec 13 voix sur 18, succédant ainsi au sénateur Fernand Edi Serge. Le nouveau questeur est un sénateur élu de la province d'Atsran. Représentant le groupe politique IRMAR, il est porte-parole de la commission chargée des finances, de l'économie et du développement durable et membre de la commission juridique et des lois sociales.
Dans le domaine de l'éducation, les résultats du BEPC ont commencé à être progressivement publiés à partir d'aujourd'hui. 3 circonscriptions scolaires ont déjà rendu publics leurs résultats ce matin. Toutes affichent un taux de réussite supérieur à 50%. Fadjasena Mirail pour plus de détails. Les résultats de l'examen national du BEPC 2025 ont été partiellement publiés. Les Cisco d'Ambatoumaint, d'Yacour et d'Anjamassen figurent parmi les premières à avoir publié leurs résultats ce matin. Les taux de réussite dépassent la barre des 50% pour ces 3 circonscriptions, avec un pic enregistré à Yacour, 68,02%, suivi d'Ambatoumaint avec 64,13% et d'Anjamassen avec 55,90%. Ainsi, la publication des résultats du BEPC, dont les épreuves se sont tenues à partir de lundi 30 juin dernier, a débuté progressivement à travers le pays. Le ministère de l'Éducation nationale informe que les candidats peuvent consulter les résultats via téléphone mobile ou directement sur le site officiel du ministère. Pour rappel, plus de 299 000 candidats se sont présentés à l'examen cette année. Également dans les actualités, la révision militaire pour l'année 2025 débute à partir d'aujourd'hui pour la circonscription d'Antananarive. Il se tient au stade Malakam à Antanmen et s'adresse aux jeunes hommes et femmes nés entre 1994 et 2006. La participation est gratuite, mais les participants doivent se munir d'une carte d'identité nationale ainsi que d'un stylo bleu, selon les précisions apportées ce jour par le ministère de la Défense nationale. Andeniana Martina, Zahra Jiansu. Le service national est un droit fondamental, mais aussi un devoir citoyen, comme l'a souligné aujourd'hui le ministre de la Défense nationale lors de l'ouverture officielle de la révision militaire pour l'année 2025 à Antananarive. L'événement a désormais lieu au stade Malakam Antanmen, un choix qui répond aussi aux besoins de la population selon les explications. Ce matin déjà, près de 300 jeunes ont répondu à l'appel. Le tribunal militaire de cette année est destiné aux jeunes hommes et femmes nés entre 1994 et 2006. Il n'y a rien à craindre. Sur place, seule une visite médicale sommaire et une collecte d'informations personnelles sont effectuées. La carte verte peut également être obtenue immédiatement. On constate une augmentation progressive du taux de participation des jeunes au service national ces dernières années. En 2024, environ 401 000 jeunes hommes et femmes y ont participé. On s'attend à ce que ce chiffre continue d'augmenter pour 2025. Cet événement au stade Malakam Antanmen sera ouvert de 8h à 16h pour tous les jeunes souhaitant y participer cette année. Le ministère de la Défense a confirmé que l'accès est gratuit, mais il est nécessaire d'apporter une carte d'identité nationale et un stylo bleu. En agriculture, la culture expérimentale du riz hybride Weshu 902-3 dans le district d'Ambatoulimpi a permis de tripler le rendement grâce à une nouvelle technique de production. Ce résultat a suscité l'enthousiasme des paysans locaux qui prévoient d'adopter cette méthode de culture pour les prochaines campagnes rizicoles. Il s'agit d'une collaboration sino-malagasy qui pourrait révolutionner la production rizicole à Madagascar. À Andoufari, district d'Ambatoulimpi, les paysans affichent de larges sourires, car grâce au riz hybride Weshu 902-3, le rendement a atteint jusqu'à 10 tonnes par hectare, contre 3 à 4 tonnes seulement auparavant. Ce gain de productivité est lié à une méthode de culture encadrée par des techniciens chinois avec l'appui du gouvernement malagasy dans le cadre d'un projet visant à renforcer la production rizicole nationale. Le Weshu 902-3 est une variété hybride importée caractérisée par une bonne résistance aux aléas climatiques et une adaptabilité à différents types de sols. Une seule plantule peut produire jusqu'à 15 talles, ce qui permet d'optimiser les surfaces cultivées. Cette démarche vise à améliorer les conditions de production des agriculteurs tout en contribuant à renforcer la sécurité alimentaire conformément aux orientations politiques.
Et puis, les habitants de la commune de Bekupaka, district d'Ansalouv, dans la région Mélec, poursuivent leur mouvement de protestation. Ils contestent la décision du Conseil d'État rendue le 25 juin dernier, qui a inversé les résultats des élections municipales. Les manifestants réclament la transparence et dénoncent ce qu'ils considèrent comme une manipulation du vote populaire. Pour eux, le seul maire élu sous la bannière de l'Irmar est légitime à diriger la commune de Bekupak. Reportage de Andiniane Martina. La mobilisation populaire a de nouveau eu lieu hier dans la commune de Bekupak, district d'Ansalouv, région Mélec. La population réclame des éclaircissements et rejette ce qu'elle perçoit comme une trahison de sa volonté exprimée dans les urnes. En effet, selon la décision du Conseil d'État rendue le 25 juin, c'est désormais un candidat indépendant qui est désigné comme maire de la commune. Pourtant, c'est Franklin Mianzouk, candidat de la plateforme Irmar, qui avait été élu démocratiquement, reconnu par la CENI et validé par le tribunal administratif. Jusqu'à présent, d'après les informations locales, le candidat indépendant proclamé élu n'a pas encore pris ses fonctions. C'est toujours le maire Irmar Franklin Mianzouk qui exerce sur place. Les habitants de Bekupak insistent sur la nécessité d'un examen approfondi de cette affaire qu'ils jugent comme un détournement pur et simple de leur choix. Pour terminer les actualités locales, une concertation sera prochainement engagée, réunissant des leaders religieux d'Afrique et de l'océan Indien, ainsi que des acteurs concernés en vue d'une loi encadrant l'interruption de grossesse pour raisons médicales. L'objectif est d'apporter un regard nouveau sur ce sujet encore tabou à Madagascar, en tenant compte de la culture malagasy et des convictions chrétiennes. L'absence d'un cadre légal a pourtant de lourdes conséquences sur les droits des femmes. En effet, selon les statistiques officielles, l'avortement clandestin est la deuxième cause de mortalité féminine dans le pays. Andiniana Martina, Nzahanjiansu. Selon les chiffres officiels du ministère de la Santé publique, 75 000 avortements clandestins sont pratiqués chaque année à Madagascar. Ce sont les femmes les plus vulnérables, souvent rejetées par la société, qui sont les premières touchées, selon les explications des techniciens du projet Nifnakang. Ces pratiques illégales sont à l'origine de nombreux décès des mères, faisant l'avortement clandestin la deuxième cause de mortalité chez les femmes dans le pays. Pourtant, l'interruption volontaire de grossesse reste formellement interdite par la loi malagasy, comme stipulé dans l'article 317 du Code pénal, quelle que soit la raison invoquée. Un projet de loi visant à légaliser l'interruption de grossesse pour des raisons médicales a déjà été présenté à Madagascar, mais il n'a pas abouti à cause de nombreux blocages, notamment religieux et culturels. Avant d'aller plus loin dans la démarche, notre nouveau projet Farimbna 2.0 prévoit d'engager un dialogue approfondi avec les leaders religieux et les gardiens de la tradition. L'objectif est aussi de protéger les médecins et de permettre aux femmes en particulier, à celles dont la santé est en danger, de bénéficier d'une prise en charge médicale complète. À l'international, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations dévastatrices dans le centre du Texas, faisant au moins 24 morts et une vingtaine de blessés, selon les autorités locales. Le fleuve Guadeloupe a connu une crue exceptionnelle après des pluies intenses, faisant grimper son niveau de plus de 7 mètres et provoquant d'importants dégâts matériels. France 24. Des hélicoptères au secours des habitants du Texas. Impossible d'intervenir à pied quand les routes ressemblent à cela. Des pluies diluviennes se sont abattues sur cet État du sud des États-Unis en l'espace de quelques heures. Un déluge mortel qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et causé d'immenses dégâts. Les eaux ont emporté la caravane de cet homme, c'était son seul abri. Elle a flotté le long de la rivière et s'est logée entre deux arbres. Elle est bloquée. J'ai donc pu sauver et récupérer toutes les affaires dont j'avais besoin et qui avaient de la valeur.
La crue soudaine du fleuve Guadalupe au nord-est de San Antonio a frappé sans avertir ce vendredi. Les secours se mobilisent, mais de nombreuses personnes sont toujours portées disparues, dont au moins 20 jeunes filles d'un camp d'été situé sur les rives du fleuve. Ce camp accueille plus de 750 enfants. À l'heure actuelle, une vingtaine d'entre eux n'ont pas été retrouvés. Cela ne signifie pas qu'ils ont été perdus, ils ont pu s'accrocher à un arbre ou ne peuvent peut-être pas communiquer. Nous prions pour que tous les disparus soient retrouvés vivants. Plus de 500 secouristes et 14 hélicoptères sillonnent actuellement la région à la recherche des disparus. Hier, la presse britannique a dévoilé des images chaotiques. Elle montre des gendarmes français éventrés avec des couteaux et des canons pneumatiques bandés d'hommes, de femmes et d'enfants sur la plage de Saint-Étienne au Mans, au sud de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Une centaine de migrants venaient de prendre la mer en direction du Royaume-Uni. France 24. Le moteur de ce bateau, qui tente de rallier le Royaume-Uni, est en panne. Sous les yeux des caméras de la BBC, la gendarmerie décide alors de se jeter à l'eau pour percer le bateau à l'aide d'un cutter. Un bateau dans lequel se trouvent des dizaines de migrants, dont des enfants. Une mesure inhabituelle, mais saluée par le gouvernement britannique. Nous saluons l'action des forces de l'ordre françaises pour intervenir dans les eaux peu profondes. Et ce que vous avez vu ces dernières semaines est un durcissement de leur approche. Nous voyons de nouvelles tactiques utilisées pour perturber ces bateaux avant qu'ils ne commencent leur voyage. Mais les autorités françaises ont déclaré à la chaîne BBC qu'il ne s'agissait pas de nouvelles méthodes et qu'elles étaient autorisées à intervenir si elles pensaient que des vies étaient en danger. Conformément au droit international, les forces de l'ordre ne sont pas supposées intervenir pour intercepter les migrants une fois l'embarcation en mer, afin d'éviter des noyades. Pour empêcher le bateau, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de règles, on n'a pas de consignes. Donc, tant qu'on n'a pas ces règles, on ne le fera pas. C'est comme un soldat, il n'a pas d'ordre, il ne fait pas. Le Royaume-Uni fait pression sur la France pour que celle-ci modifie la doctrine d'intervention des policiers et gendarmes en mer afin de pouvoir intercepter les bateaux jusqu'à 300 mètres des côtes françaises. Mais les militants craignent que cette mesure ne rende la traversée encore plus dangereuse. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 personnes ont traversé la Manche, un record sur cette période. Pour terminer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré s'être accordé avec son homologue américain Donald Trump pour renforcer les capacités de défense aérienne. Lors de leur entretien téléphonique, ils ont évoqué la possibilité de production conjointe dans le secteur de la défense entre l'Ukraine et les États-Unis. L'Ukraine souhaite que Washington, lui, vende davantage de missiles et des systèmes patriotes. France 24. Après plus de 3 ans de soutien militaire à l'Ukraine, son allié américain a décidé en début de semaine de suspendre la livraison de certaines armes, notamment des missiles. Kiev s'inquiète, Volodymyr Zelensky s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump ce vendredi, un jour après l'attaque de drones russes la plus importante depuis le début de la guerre. C'était une conversation importante. Nous nous sommes mis d'accord pour travailler ensemble afin de renforcer la protection de notre espace aérien. Nous avons discuté d'une production commune. C'est quelque chose dont nous et l'Amérique avons besoin. La veille, Donald Trump a aussi échangé avec son homologue russe Vladimir Poutine, une conversation qui s'est une nouvelle fois soldée sans annonce importante en vue d'un règlement du conflit. Je suis très déçu. Je dis simplement que je ne pense pas qu'il cherche à s'arrêter. Et c'est dommage. La Russie a bombardé Kiev quelques heures après cette conversation avec Donald Trump. Moscou affirme qu'elle ne voit pas de solution diplomatique immédiate. Vladimir Poutine exige toujours que l'Ukraine cède 4 régions, en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce à rejoindre l'OTAN. Des conditions inacceptables pour l'Ukraine qui demande le retrait des troupes russes.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la rediffusion du programme Fenty. Au revoir et bonne soirée sur Viva.